Chemin de traverse avec Ronan Festock. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle émission Chemin de traverse, ici à Vannes avec Xavier Dubois. Xavier Dubois, bonjour. Bonjour. C'est une joie de vous retrouver, comme vous le savez, la joie se partage. C'est partagé. Exactement, se partage, c'est la maxime, si j'ose dire, de la radio. Vous êtes historien et chercheur, vous êtes né en 1971, vous êtes marié et père de 2 enfants. Vous avez écrit une vingtaine d'ouvrages autour de la Bretagne et d'autres sujets. Vous êtes spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et donc vous êtes ici pour parler de votre dernier livre, La Seconde Guerre mondiale à Belle-Île, en mer et Quiberon, paru aux éditions du Menhir en juin 2023. Les éditions du Menhir d'ailleurs, c'est votre maison d'édition. Tout à fait. La dernière fois, nous avions parlé dans la dernière émission, Xavier Dubois, de la résistance qui s'organise et qui s'amplifie. Et là, on va parler un petit peu des opérations de délivrance de la France, donc du débarquement. Ce qu'on apprend à la lecture de votre livre, on est d'ailleurs un peu surpris, c'est que l'un des objectifs du débarquement, c'était Quiberon. Oui, tout à fait, c'est étonnant. Hein. Quiberon a été un objectif majeur du débarquement. Il s'agit de l'opération Chasteté, qui avait été planifiée pour organiser un grand port de débarquement pour les Américains. Débarquement de matériel et d'hommes, qui devait être placé à Quiberon et à Locmarécaire. En effet, les Américains avaient peur, après le débarquement, que les grands ports français, comme par exemple le Brest ou le Havre, ne soient trop difficiles à conquérir ou alors ne soient trop dégradés. Et donc ils avaient choisi Quiberon et Locmarécaire comme lieu de débarquement des hommes et des matériels. Le problème, c'est que les Américains donc dévient leurs opérations pour que les troupes descendent sur la Bretagne. Et quand ils arrivent sur place, en août 1944, les Allemands ont quand même eu le temps de se retrancher solidement dans les poches. Et donc, à partir de ce moment-là, on va estimer que ça va être trop coûteux de conquérir ces poches. Et donc, l'opération Chasteté va être abandonnée. Et il y a beaucoup d'historiens qui estiment que cette opération, ça a été en fait la catastrophe du débarquement. La plus grosse erreur de la campagne alliée est que c'est en raison de cette course vers Quiberon, cette perte de temps en fait, que les soviétiques sont arrivés à Berlin avant les Américains, et donc avec toutes les conséquences que l'on connaît par la suite pour l'après-guerre jusqu'aux années 80. Alors on peut imaginer ce qui serait passé, non ? Si jamais... Ah, ça c'est de l'histoire-fiction, donc on peut toujours imaginer, mais c'est vrai que si les Américains étaient arrivés un petit peu plus tôt, peut-être qu'on aurait eu une guerre froide qui aurait été plus limitée, peut-être qu'on aurait eu moins de différence entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Après, ça c'est de l'histoire-fiction, et chacun pourra pourra construire sa petite histoire. Avec son imagination. Exactement. Xavier Dubois, très vite après le débarquement, par contre, les choses tournent très mal, autant pour les Allemands, mais surtout pour la population civile. Les conditions de vie deviennent difficiles, voire très très difficiles. On manque absolument de tout, des matières premières comme des vivres. Et là, vous écrivez que tout se négocie. Je crois même qu'un chien se négocie 1000 francs. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut rappeler avant tout, c'est que donc après ce débarquement, les soldats allemands sont retranchés dans certaines, ce qu'on appellera des poches, donc à Lorient, à Belle-Île, à Quiberon, à Saint-Nazaire, etc. Et donc aussi bien les Allemands que les habitants qui sont retranchés dans ces poches sont complètement isolés et donc n'ont pas de ravitaillement. Et tout au long de la guerre, les conditions de vie des habitants s'étaient bien sûr dégradées, on manquait de ravitaillement. Mais à partir du débarquement et à partir des constitutions de ces poches, ça devenait encore plus difficile, vu qu'il n'y a plus ces échanges. Et donc, à Belle-Île par exemple, à partir de l'automne 1944, il n'y a plus de pain du tout. Il reste de la farine, mais on n'a plus d'essence pour moudre le grain. Il n'y a plus de tabac. Les fumeurs qui sont déjà assez stressés par la situation recevront du tabac pour la première fois qu'en avril 1945, c'est-à-dire presque 6 mois après. Il n'y a plus d'allumettes, on ne peut plus faire de feu, il faut aller chez les voisins et essayer de trouver du feu s'ils en ont encore. C'est la même chose à Quiberon, non seulement il n'y a plus de nourriture, mais il n'y a plus de gaz,
il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de charbon. Pour aller couper du bois, c'est difficile parce qu'il y a les Allemands qui surveillent les environs. Or, il faut quand même rappeler que l'hiver 44-45, c'est quand même l'un des plus glacials de l'histoire. Et la situation est encore pire à l'Orient, qu'on n'évoquera pas, où là, il n'y a pas du tout d'activité agricole. Alors, ça va s'améliorer un petit peu, il faut le dire quand même, à partir de fin 44, où les autorités françaises et la Croix-Rouge vont essayer de négocier des accords avec les Allemands, et ils vont y parvenir, fin 44, et ça va permettre de laisser passer quelques convois de ravitaillement, des pois, de l'huile, des pommes de terre, ce qui est bien sûr largement insuffisant. Alors bien sûr, on fait du marché noir, et certains en profitent. Et comme vous l'avez dit, tout se négocie. À Quiberon, par exemple, un œuf, alors un œuf, ça se vendait 10 centimes avant la guerre. Là, l'œuf, on le vend 50 francs. On va manger du chien, et donc le chien, ça va être 1000 francs pièce. Du chat, 500 francs pièce. Des betteraves fourragères pour le bétail, qui vont se vendre à 10 francs pièce. Et la situation va continuer à se dégrader. Et face à cette situation, les Allemands vont décider d'évacuer une partie des habitants de la poche. Et en novembre et en décembre 44, vous avez des centaines de Bellilois et de Quiberonnais qui vont être expulsés de ces zones. Alors c'est pas par bonté d'âme du tout, hein. C'est parce que les Allemands qui restent, eux, n'ont plus rien à manger du tout non plus. Et donc ils veulent conserver les ressources qui restent pour pouvoir continuer à lutter face aux Américains. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la situation des militaires allemands, elle est encore pire que celle des civils. Parce que s'ils réquisitionnent tout ce qu'ils peuvent, il n'y a quand même pas grand-chose, ils crèvent de faim. On en voit qui piquent des poireaux dans les champs à Quiberon, qui les mangent crus sur place. On voit des soldats allemands qui perdent leurs dents parce qu'ils ont le scorbut. Il y en a qui désertent au péril de leur vie, qui vont passer les champs de mines, qui vont passer la ligne de front, tout simplement pour aller bouffer, quoi. Voilà. Et donc, et alors, ce qui est assez étonnant aussi, c'est que la majorité de ces soldats, et même des officiers allemands, vont réquisitionner une part de nourriture aux civils, mais vont quand même leur laisser de quoi vivre. Et par exemple, quand il y aura des convois de la Croix-Rouge, sauf exception, ils ne vont pas toucher à la nourriture des civils. Et ils vont endurer ces souffrances comme les autres. La mort d'Adolf Hitler est annoncée le 1er mai 1945. Et le 7 mai 1945, c'est la capitulation de l'Allemagne. Comment est-ce qu'elle s'effectue dans la presqu'île de Quiberon et à Belle-Île, et dans les petites îles, Xavier Dubois ? C'est un petit peu particulier parce que dans les poches, les officiers allemands, et notamment les nazis, avaient reçu l'ordre de résister jusqu'au bout, d'ailleurs contre toute logique, hein, par pur dogmatisme. Et même après l'annonce de la mort du Führer le 1er mai, même après la capitulation allemande, les Allemands restent dans les poches. Et il y a quand même plus d'Allemagne, et ils vont quand même consentir à négocier leur reddition. Et donc c'est une délégation allemande qui se rend à Lorient le 7 mai pour négocier la reddition des occupants de la poche. Pour autant, ce qui est assez marquant, c'est que les habitants de ces zones ne sont pas libérés en même temps que les autres. En effet, la poche était tellement fortifiée que les Allemands ne peuvent même plus sortir et que les Alliés ne peuvent même plus rentrer. Et donc, pour ce faire, il va falloir ménager des passages, il va falloir enlever des champs de mines, enlever les barbelés, etc. Et c'est la raison pour lesquelles Quiberon et Belle-Île ne seront libérés que le 10 mai 45, c'est-à-dire 2 jours après la libération officielle. Alors comment ça se passe ? À Quiberon, par exemple, les Américains attendent le matin du 10 mai, et puis ils vont pénétrer dans la presqu'île. Alors ils vont pénétrer tout doucement, avec précaution. Et s'ils s'engagent comme ça avec précaution, c'est qu'ils ont peur qu'il reste des mines, c'est qu'ils ont peur aussi qu'il y ait des embuscades de fanatiques nazis. Mais bon, tout va bien se passer, et ils vont être accueillis en libérateurs par les Quiberonnais dans la liesse, et au passage, bien sûr, faire prisonnier les quelques 600 Allemands qui restaient dans la presqu'île. Alors vous décrivez aussi la libération magnifique de Belle-Île, donc vous l'avez dit, le 10 mai 1945.
Alors à Belle-Île, c'est encore plus de 1000 Allemands qui sont restés sur place et qui, s'ils avaient voulu, auraient pu tenir encore un certain temps. Alors là encore, les choses se passent de manière un petit peu différente, parce que là, ce ne sont pas les Américains qui viennent libérer, ce sont les Français. Alors, dans un premier temps, il y a une délégation de la Croix-Rouge qui vient un petit peu prendre la température, qui vient tâter, qui se rend dans l'île, donc, le 9 mai, qui va négocier la reddition des Allemands. On a quand même un petit peu peur qu'ils ne veuillent pas se rendre. Et puis le lendemain, donc le 10 mai 45, ce sont des marins français, à la grande surprise d'ailleurs des officiers allemands, qui vont débarquer et qui vont officialiser cette libération. Et pour le reste, ça se passe comme ailleurs. Les Allemands sont pris prisonniers, on va les enfermer dans la citadelle. On va tondre quelques femmes qu'on accuse d'avoir collaboré, et puis surtout, on va faire la fête. Alors justement, après la libération, c'est l'heure des comptes. On peut imaginer que la justice soit faite. Que deviennent les sinistres personnages de votre livre ? On n'en a pas vraiment beaucoup parlé, mais ceux en tout cas qui ont ordonné par exemple les massacres du fort de Penthièvre. Alors les massacres du fort de Penthièvre, alors on les connaissait un petit peu avant la libération, mais on s'attendait pas à ce que ça soit d'une telle ampleur quand même. Selon mes comptes, il y a entre 68 et 110 personnes qui ont été massacrées sur place. On les voit d'ailleurs, il y a un carnet photo, page 238 et 239. La découverte, l'exhumation et les transports des corps des fusillés de Penthièvre avec des photos. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je n'ai pas mis toutes les photos parce qu'il y en a quand même qui sont assez dures. Donc, il y en a certaines que j'ai préféré ne pas mettre dans l'ouvrage. Et effectivement, après la libération, donc on découvre ces exactions, on découvre l'ampleur de ces exécutions. D'ailleurs, qui ont lieu aussi à Port-Louis. Et les autorités françaises, comme les autorités américaines d'ailleurs, vont chercher à faire justice, vont ouvrir des enquêtes, vont se mettre à la recherche des coupables. Alors pour certains c'est facile, il y a certains qui font partie des prisonniers de guerre, et donc qu'on peut retrouver tout de suite. Mais il y en a d'autres bien sûr qui sont en fuite, il y en a qui cachent leur identité, et ça va pas être facile de retrouver tous les coupables. Et ceux qui sont effectivement retrouvés, qui sont coupables de ces massacres, vont passer en procès, notamment à Rennes en mai 1947, en tant que criminels de guerre. Et en fonction de leur responsabilité, ils vont être condamnés soit de la prison, soit aux travaux forcés, soit être exécutés. C'est par exemple le sort qui attend les responsables des exécutions de Penthièvre, comme le lieutenant Suelling ou le colonel Ries, qui est fusillé en août 47. Mais bien entendu, comme dans toute guerre, il y a beaucoup de simples soldats ou de sous-officiers qui avaient eux aussi participé, parfois de manière active, à ces atrocités qui vont échapper aux poursuites. Oui, Xavier Dubois, comment sont traités aussi donc, les prisonniers allemands et les soldats de l'Est enrôlés dans l'armée allemande ? Alors ce qui est notable, c'est que lorsque les Américains font prisonniers les Allemands qui étaient retranchés dans la presqu'île et à Belle-Île, il y avait une différence qui va être faite en fonction de la nationalité des prisonniers. Et il y en a certains qui vont être mieux traités que d'autres. Les Ukrainiens et les Russes blancs, qui avaient collaboré activement avec les SS, qui avaient une réputation terrible, notamment à Quiberon, qui était souvent alcoolisé, qui brutalisait les gens. Eux, ils sont d'abord envoyés à Vannes en prison, et puis après, ils sont directement renvoyés en URSS. Autant dire qu'ils sont quasiment condamnés à mort. Par contre, à contrario, ceux qui avaient été forcés de s'engager dans l'armée allemande, il y en a eu. Il y a eu des Polonais, des Tchèques, des Yougoslaves, en fait, tous ceux des territoires occupés. Eux, ils vont bénéficier d'un traitement de faveur, si on peut dire. Par exemple, on va leur laisser certaines de leurs affaires. Par contre, la grande majorité, c'est-à-dire les Allemands, les Autrichiens, sont envoyés dans des camps de prisonniers. Alors, des camps de prisonniers, il y en a à Groix, il y en a à Lorient, il y en a aussi à Plournel, dans l'abbaye Sainte-Anne, où on va enfermer quelques 600 des anciens occupants de la presqu'île.
Alors, faut bien dire que ces prisonniers ne sont pas forcément très bien traités une fois qu'ils sont enfermés. Ils sont mal nourris, mais bon, là, c'est vrai que c'est quand même le cas de la majorité de la population. Ils sont parfois victimes de brutalité de la part des Féfis. D'ailleurs, le seul moine qui reste à l'abbaye de Sainte-Anne, va s'en offusquer et va s'en ouvrir aux officiers Féfis pour faire cesser ces brutalités. Ce qu'il faut dire d'ailleurs, c'est que tous les Allemands ne sont pas emprisonnés. On va en laisser sur place. À Belle-Île, par exemple, il y en a presque 300 qui sont laissés sur place et qui vont être employés, si on peut dire, à aider pour les travaux agricoles. Ou, s'ils n'ont pas de chance, ils vont être employés pour démanteler les installations militaires. Alors justement, vous l'avez dit, donc les poches militaires sont sacrément protégées. Alors par différentes fortifications, mais il y a aussi les mines, il y en a, je crois qu'il y a des milliers, les munitions, les barbelés, les asperges de Rommel, etc. etc. Comment est-ce qu'on peut nettoyer un tel territoire, Xavier Dubois ? C'est vrai, quand on pense à la guerre, on pense notamment au mur de l'Atlantique, on pense à la Normandie, à toutes les fortifications qu'il y avait, et on a souvent du mal à imaginer qu'il y avait les mêmes fortifications un petit peu partout sur le littoral. Parce que pendant 5 ans, les Allemands ont quand même beaucoup fortifié leur position. Et donc, même après les libérations, il y a encore tout un tas de pièges qui restent et qui sont dangereux. D'ailleurs, il y a des accidents, il y a des enfants, par exemple, qui sont tués en manipulant des munitions, en jouant tout simplement, comme dans toutes les guerres. Et ces dispositifs, il va falloir les enlever, il va falloir les désamorcer. Et le travail le plus dangereux, c'est celui, bien entendu, qui consiste à enlever les mines. Et c'est d'autant plus périlleux, il faut signaler, que les Allemands qui avaient posé ces mines ont perdu les cartes, en tout cas une partie des cartes, où ils avaient consigné les emplacements. Alors, ce travail, on va le confier à des prisonniers allemands qui sont pas formés, qui sont inexpérimentés, qui ont peur bien sûr, qui refusent dans un premier temps de faire ce déminage. Et d'ailleurs, on va être obligé de les menacer, de les fusiller pour qu'ils exécutent ce travail. Et bien entendu, il va y avoir des accidents, il va y avoir des morts. Et la tâche, vous l'avez dit, la tâche est titanesque, véritablement. Entre mai et juin 1945, ces démineurs improvisés, ils vont enlever pas moins de 5000 mines à Belle-Île, 9000 à Quiberon. Et sans compter bien sûr tous les barbelés qu'il faut enlever, les asperges de Rommel, les dépôts de munitions qu'il faut vider, toutes ces munitions dont il va falloir faire quelque chose, les mines flottantes aussi. Là, c'est un petit peu particulier. Là, ce sont des prisonniers allemands qui sont couplés à des démineurs français, des marins français, et qui vont tenter de retrouver toutes les mines qui dérivent autour de Quiberon, autour de Belle-Île, autour de Lorient. Et pareil, entre 45 et 47, on va en trouver presque 2000, rien que dans le secteur. Est-ce qu'il y en a encore actuellement des mines, notamment sous-marines ? Alors normalement, des mines sous-marines, il n'y en a plus. Par contre, il reste des munitions. Il faut savoir qu'après la guerre, juste après la guerre, toutes ces munitions, on les regroupe. On ne sait pas trop quoi en faire, donc il y en a certaines qu'on fait sauter. Et puis il y en a d'autres dont on se dit qu'on va les mettre ailleurs. Seulement, elles ont commencé à se dégrader, on les met dans des bateaux. En 1946, il y a un bateau qui part de Quiberon. Malheureusement, il y a un petit peu de mer, le bateau va sauter un petit peu plus loin. On recommence l'opération en 1947. Et finalement, on se dit que c'est un petit peu trop dangereux. Et donc, il y a des munitions qu'on va laisser sur place. On va faire des dépôts sous-marins. Il y a aussi d'ailleurs des épaves qui sont remplies de munitions. Et encore aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont totalement interdits à la navigation, à la pêche, à la plongée sous-marine, parce qu'il y a des secteurs qui restent dangereux. Et tous les ans, on retrouve aussi alors pas des mines, mais on retrouve encore des obus un petit peu sur les partout, plages notamment. Sur les plages, mais aussi, par exemple, au Bégo, dans le secteur de la batterie. Moi-même, en fait, j'avais fait quelques photos pour l'ouvrage sur place. Et l'été dernier, j'ai retrouvé un dépôt de munitions.
Et donc j'étais obligé d'appeler les gendarmes, qu'on peut même appeler les démineurs, etc. Enfin... Comment vous avez fait avec un détecteur de métaux? Non, pas du tout. J'ai été dans un secteur en fait qui est assez sauvage, où il n'y a pas grand monde qui passe. Et j'ai vu des obus qui dépassaient. Je me suis dit, bon, on va peut-être pas laisser ça là s'il y a d'autres personnes qui s'aventurent dans le coin. Et donc, incroyable, les obus. Oui, incroyable. Ouais. Encore en 2023. Oui, il y en a encore. Ouais. Ça alors. Xavier Dubois, est-ce que c'est, revenons au côté humain, le déminage, si j'ose dire, du côté humain, c'est-à-dire faire le tri entre ceux qui ont vraiment collaboré et les autres, c'est-à-dire les gens qui ont été plutôt neutres et les résistants. Est-ce que c'est facile de trier le bon grain de livret, si j'ose dire? Alors après la guerre, c'est vrai qu'on va chercher à pourchasser on va faire une chasse aux collabos. D'ailleurs, ils appellent ça comme ça. Il n'y a pas que les Allemands qui sont pourchassés, il y a aussi ceux qui ont collaboré. Alors, est-ce que c'est facile de distinguer les vrais collabos des autres? Oui et non. C'est vrai que d'un côté vous avez les vrais collabos, ceux qui sont connus de la population, qui se cachent mais qu'on va retrouver assez vite. Par exemple à Quiberon, il y avait un agent de la Gestapo qui était connu, qui va être découvert, qu'on va tout simplement, enfin les résistants vont le pendre. Et puis ensuite on va mettre son corps à la baille, voilà. Mais dans d'autres cas c'est beaucoup plus difficile. Et pourquoi c'est beaucoup plus difficile? Parce que vous avez beaucoup de dénonciations, vous avez des querelles de voisinage et certains en profitent pour dénoncer leurs voisins. Les archives sont assez stupéfiantes quand on regarde ça. Et parmi les personnes qui vont être dénoncées comme collabos, il y en a beaucoup qui n'ont strictement rien fait et qui vont être quand même emprisonnés, qui vont être livrés à la vindicte publique, qui vont être certaines exilées. Et donc à leur retour, quand on va quand même se rendre compte qu'elles sont innocentes, elles seront quand même suspectées. Voilà, et ça c'est un petit peu triste. Et d'ailleurs, et même parmi les personnes qui sont convaincues de collaboration, il y a quand même une grande diversité de cas de figure. Vous avez par exemple des agriculteurs qui vont être convaincus de collaboration parce qu'ils ont travaillé des champs pour les Allemands, alors qu'ils étaient forcés de le faire. Vous avez des femmes, on l'a évoqué pendant la première émission, qui étaient simplement amoureuses. Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un parce qu'elle a été amoureuse, ne serait-ce que même si c'était d'un Allemand? Vous aviez des résistants qui travaillaient pour les Allemands. Et malheureusement, certains de ces résistants ne peuvent pas tout de suite prouver qu'ils travaillaient pour les Allemands pour le compte de la résistance, et donc il y en a certains qui vont avoir des gros ennuis aussi. Eh bien écoutez, malheureusement c'est l'heure de clore cette émission. Xavier Dubois, je vous remercie, nous vous remercions. Je rappelle le titre de votre livre, La Seconde Guerre mondiale à Belle-Île-en-Mer et Quiberon, paru en juin 2023 aux éditions du Menhir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses encore à dire. Donc on ramène les auditeurs à votre livre. Merci également à Grégoire Joanne à la technique ainsi qu'aux autres radios bretonnes. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de RCF. À bientôt.